Freddy a dépensé autant de puissance qu'une saison cyclonique entière sur l'océan Indien, moyenne des 30 dernières années. Quoi? On est sur des monstres. Freddy, cette tempête. Il a dépensé autant d'énergie qu'une année de cyclones normaux sur l'océan Indien. Quand je dis normaux, une année de cyclones déjà bien dopée des 30 dernières années. C'est ouf. Laurent, bienvenue à toi sur cette chaîne. Merci Vince et merci de me réinviter. C'est toujours un plaisir de venir à Bruxelles. Écoute, c'est ici chez toi, tu es à la maison. On avait fait une exceptionnelle vidéo très longue que je vous invite à un moment donné, si vous n'avez pas eu l'occasion, à aller voir de ouf. On a parlé de l'Anthropocène, on a creusé ça dans tous les sens. Et vraiment, t'es la personne que j'ai envie de recevoir chaque année pour aborder plein de sujets. Là aujourd'hui, on va tourner autour d'un truc dont on a pas mal parlé cette année. Et encore, ça dépend où. Nous, sur notre chaîne, on l'a traité. Il y a une vidéo qui est disponible aussi dessus. Le fameux courant océanique El Niño. Moi, je voudrais qu'on creuse ça parce que là, le tournage, comme ça, vous le savez, a lieu. Nous sommes le 14 février, très beau jour d'ailleurs. Voilà, j'ai l'honneur de partager ma Saint-Valentin personnelle avec Laurent Testo. Et donc nous sommes dans une phase de ralentissement, de fin d'El Niño et ce fameux courant océanique, j'ai envie qu'on le creuse, qu'on aille vraiment en profondeur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas vous de votre côté, si vous venez de découvrir notre chaîne, allez regarder ce qu'on a fait et puis surtout abonnez-vous, c'est très important, ça nous permet vraiment de nous aider à fond, de faire connaître des sujets autour de l'Anthropocène, des limites planétaires, de comprendre vers où est-ce qu'on est en train d'aller aujourd'hui. Et je vous rappelle que ceci est disponible en podcast également, si vous allez sur Spotify et sur tous les autres réseaux. Et très important, on vise les 120 000 abonnés. Oui, on est sur un objectif super sérieux pour, on va dire, l'année prochaine. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'abonnement. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut permettre de faire avancer tous ces sujets pour essayer de mieux comprendre le monde. Laurent, l'honneur que tu me fais là, c'est de pouvoir justement parler de ce livre qui est disponible, Histoire et géopolitique d'une bombe climatique. Le mot fait peur. El Niño, est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il en retourne, c'est quoi exactement ? C'est un phénomène climatique qui est centré sur le Pacifique Sud. Il faut quand même se rappeler que le Pacifique Sud, c'est de loin la plus grande masse d'eau sur Terre. Fondamental, les océans absorbent la chaleur, on dégage des excédents de chaleur en brûlant du combustible fossile, pas seulement du CO2, mais également de la chaleur qui est absorbée par les océans. El Niño est en fait une clim planétaire qui brasse eau froide, air chaud, etc. et qui ponctuellement réchauffe l'atmosphère tous les 2 à 7 ans, dans les cycles où nous sommes aujourd'hui. Et sa puissance aujourd'hui vient se surajouter à un excès en fait de chaleur dans les océans. Donc quand on parle de bombe climatique, c'est que tous les 2, 5, 7 ans, on a une explosion, on va appeler ça une explosion El Niño, la bombe qui s'amorce, et dans un contexte où il y a de plus en plus de chaleur sur les océans. Et donc l'impact est de plus en plus violent. Et c'est El Niño, c'est une des causes, c'est probablement la cause numéro 1 aujourd'hui de la vague de chaleur que nous traversons depuis un an. On a dépassé les accords de Paris, c'est maintenant officiel, on est à 1,51, 1,52 sur les températures de référence, c'est-à-dire les températures mesurées dans la seconde moitié du 19e siècle. On regarde comme ça la hausse des températures, c'est en train de s'accélérer, c'est une courbe qui part comme ça. Et vraiment, la fin de l'année 2023 était exceptionnelle, on est sur des températures terrestres et des températures océaniques qui sont en train de battre tous les records. Voilà. Donc El Niño, pour faire court, on peut revenir sur le mécanisme physique, on pourrait même passer quelques slides pour expliquer comment ça se passe. Après, si vous voulez comprendre le mécanisme physique, on a une vidéo qui est disponible ici. Allez la regarder, on a tout expliqué de A à Z, de quoi il en retourne, on a même fait un calcul vite fait, que la chaleur qui était mise dans l'atmosphère, ça représente 180 millions de bombes atomiques d'Hiroshima, en termes de chaleur. Voilà, c'est pour donner un petit ordre de grandeur, pour comprendre à quel point ça envoie beaucoup de chaleur dans l'atmosphère. Allez la regarder, et après si vous voulez revenez, parce que ce qu'on va expliquer là, ça va être très intéressant. Alors, si le mécanisme physique, c'est facile de mettre un lien, donc tu iras voir avec la vidéo que tu as faite avec Joël, c'est ça, Joël? Exactement, on le salue. Salut Joël. Et
En conséquence de quoi, ça a surtout des effets historiques et géopolitiques. On va laisser tomber un peu la physique, enfin on pourra y revenir. Mais l'idée que l'on avait avec Jean-Michel Valentin quand on a fait El Niño, la genèse du livre en fait c'est simple. Au début de l'année 2023, on a déjà des températures de chaleur. Tu pourras montrer les données sur Climate Reanalyzer, c'est absolument spectaculaire. Début de l'année 2023, on commence à voir des mesures sur les températures de surface des océans mondiaux qui sortent complètement des charts habituels. Une anomalie. C'est une anomalie de dingue, à tel point que la plupart des climatologues qui découvrent ça, ils ont juste une première réaction sur les réseaux sociaux, c'est il y a un plantage dans les mesures, il y a une erreur, refaites les mesures. En fait, non, il n'y avait pas d'erreur. On a fini par s'habituer à cette erreur, entre guillemets, mais c'est une erreur de la nature, c'est nous, littéralement. On est vraiment sur des températures qui sont complètement en dehors des normes. C'est-à-dire que le nuage de points que l'on a quand on regarde le Climate Reanalyzer, le nuage de courbe, on a une moyenne en pointillé entre les années 1980-2010, c'est la moyenne trentenale, et voilà. Au-dessus, on a 8 lignes, 8 courbes, qui sont les 8 dernières années. Ensuite, on a une courbe en orange, qui est la courbe de 2023, qui est absolument hallucinante vu la différence. On est en train de parler des océans du monde et on est en train de parler de plusieurs dixièmes de degrés, parfois jusqu'à 1 degré au-dessus des températures de référence des 30 ans d'avant. Donc c'est absolument gigantesque, colossal. La petite ligne, enfin courbe plus exactement, noire qui s'amorce aujourd'hui, c'est les premiers mois, c'est janvier puis une partie de février 2024. C'est également en dehors de tout ce qui est... On est en territoire inconnu en termes de température de surface des océans et c'est absolument dramatique. Donc El Niño contribue à nourrir ça. Ce n'est pas la seule force derrière. Et dans le dérèglement climatique, en fait, El Niño, c'est un peu le héros de l'apocalypse pour nous. C'est-à-dire, il amène l'avertissement de ce que va être notre futur très proche. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai parlé avec un de mes éditeurs, donc Nouveau Monde d'édition, de la possibilité de traduire un livre sur El Niño en anglais. Il y a plusieurs livres d'histoire d'El Niño. Et il me dit oui, non, mais ça va pas le faire dans les délais puisque El Niño arrivait, on le savait à ce moment-là, on était en mai. Et que, mai 2023, oui. Mai 2023. Et donc, la seule solution pour que ce soit prêt quand El Niño est vraiment là, c'est de l'écrire nous-mêmes. En conséquence de quoi, j'ai appelé Jean-Michel Valentin, qui est un géopoliticien spécialiste du climat, un géostratège, et on a convenu de faire un livre où je rédigerai la partie histoire et lui la partie géopolitique, un livre très court, mais qui alerte sur les conséquences d'El Niño. Et j'étais un peu naïf, hein. Jean-Michel avait un peu plus de bouteilles et il m'a dit non, mais on va le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais de là à avertir, mon idée était que pour la fin de l'année, la COP28, on pouvait imaginer qu'il y aurait une prise de conscience massive de ce que pouvaient être les conséquences du réchauffement climatique alors qu'elles devenaient de plus en plus visibles. Et que, bon, vu qu'on dépassait déjà l'accord de Paris, même si c'était temporaire, l'idée était que cette prise de conscience allait s'accompagner de mesures réelles destinées à lutter réellement contre le changement climatique dans toute son ampleur et non pas des sortes de mesurettes destinées à verdir en surface l'économie. Voilà, et donc la COP28, comme vous le savez, je pense que tu as consacré quelques épisodes à ça, c'est tout sauf une prise de conscience, c'est tout sauf la capacité à agir efficacement sur le changement climatique. L'augmentation récente et ce qui s'est passé n'a pas forcément été... Alors si, ça a été mentionné pendant quelques conférences, mais il n'y a pas eu de cri d'alerte en disant « mais regardez les courbes ». Je veux dire que ce soit la couche de glace en Antarctique qui a été la plus basse jamais enregistrée, que ce soit les courbes de température en 2023 et la 2024 qui font franchement flipper. Je veux dire, on peut en rajouter, hein, que ce soit les phénomènes météo extrêmes. L'année 2023 est extrêmement riche en tempêtes, cyclones, typhons d'une force inédite. Et pourtant, voilà. La sécheresse sur l'Amazonie, les risques systémiques littéralement sur un certain nombre de ressources agroalimentaires. Aujourd'hui, par exemple, depuis 4-5 jours, il y a une alerte sur le cacao. Il se trouve qu'il y a 2 pays qui produisent 60% du cacao dans le monde, c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des pays spécialement riches. Au moins la Côte d'Ivoire est dans un cycle politique, mettons, très instable, avec des mouvements violents. Et ils ont des maladies fongiques parce que El Niño a déréglé
le volume d'eau reçu à l'automne, ils ont reçu beaucoup trop d'eau, donc il y a des champignons qui ont pourri la récolte. Derrière ça, ils ont une sécheresse. Le cacao déteste quand il y a trop de variations dans l'eau et dans le régime des eaux et dans le régime de soleil reçu. Et donc là, ils ont une récolte extrêmement amoindrie. Donc on va payer notre chocolat plus cher, mais au-delà de ce désagrément pour les Occidentaux, il y a derrière des économies qui toussent, des pays qui entrent en tension très forte, avec de la violence, etc., potentiellement derrière. Et c'est valable pour énormément de récoltes, cet exemple-là. Donc, El Niño en très gros, l'intérêt d'y réfléchir, ce n'est encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour lancer l'alerte, c'est que ces effets vont se faire sentir longtemps. On sait qu'on va sortir de la période El Niño où nous sommes, et il a commencé vraiment en mai, il a battu son plein à l'automne et à l'hiver dernier, il est en train de redescendre, il va peut-être céder la place à sa contrepartie, la Niña, c'est la probabilité la plus forte, c'est-à-dire une année légèrement plus froide, mais toute l'année 2024 va être très chaude suite à l'inertie du système terrestre et à la chaleur émise par El Niño. Ensuite, 2025 va peut-être être un peu plus froid, et puis nous remonterons progressivement à nouveau vers un 5, et cette fois, on va y rester. Pas seulement au prochain. On atteindra probablement les 1,5 à l'horizon 2027-2028. À peu près. Ça, c'est la probabilité la plus forte. Qu'est-ce que tu entends par on va y rester? C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. D'accord, enfin, autre spoiler, la COP28 a mis en évidence le rôle fondamental de la captation et séquestration carbone. Oui. Donc, soit on réussit un immense coup de baguette magique, technologique, on arrive à séquestrer du carbone et on arrivera peut-être à stabiliser aux alentours de 1,5. Mais bon, on peut arrêter les contes de fées à mon sens. Je pense qu'on va rester entre 2027 et 2030, on va passer les 1,5 et on va rester au-dessus pour le solde des décennies à venir. On en avait discuté de ça avec Christophe Cassou, justement, qui est climatologue, qui est auteur des rapports du GIEC, qui connaît très bien le phénomène El Niño. Et il m'avait interpellé sur quelque chose qui est encore un sujet d'étude, mais qui avait démontré, pour l'instant, les analyses démontrent que El Niño nous amène à un stade où il y a une légère baisse, mais on y reste pendant une période où il n'y a plus d'El Niño. Et ce qui d'ailleurs devient un peu un biais pour les climato-sceptiques. Ils disent, vous avez vu, là, ça baisse. C'est en train de baisser, etc. Et puis boum, c'est reparti. Comme si, effectivement, changement climatique et puis El Niño qui revient, c'est, ok les gars, on vous amène à un nouveau stade. Mais enfin, je veux dire, 1,5, c'est quand même déjà très très grave. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, à partir du moment où on les atteint là, parce que 2027 c'est demain, quoi. À ce moment-là, c'est toutes les politiques qu'il faut revoir. Là, c'est. Dans l'absolu, oui. Pour en revenir et en finir peut-être avec la COP28, en très gros, moi je vois deux étapes dans l'histoire des pétroliers, des grandes firmes pétrolières et du changement climatique. Les années 70 où elles commencent à réaliser avec des rapports internes que ça va chauffer. Quels en sont les contributrices probablement principales, et où elles flippent en gros en se disant mais faut planquer l'info parce qu'on va être poursuivi, on va devoir payer, voilà. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, oui. Et à partir de l'élection de Reagan, on va dire, il y a une bascule, c'est-à-dire en gros, et surtout avec Bush, on va pousser à la désinformation. L'extraordinaire finalement lors de cette COP28, c'est que les pétroliers arrivent littéralement en sauveur, c'est-à-dire qu'ils ont les technos pour faire de la CCS et ces technologies-là, captation et séquestration carbone, sont devenues indispensables au maintien des scénarios dits optimistes du GIEC, c'est-à-dire si on veut rester en dessous des 1,9 ou même encore idéal à 1,5, il faut une base de séquestration carbone, il faut arriver à capter, séquestrer le carbone. Et l'idée absolument démente qui est annoncée, c'est donc, il y a deux grandes catégories de captation carbone. Il y a soit tu brûles et tu récoltes à la sortie du tuyau, de la cheminée, peu importe, et tu vas stocker en sous-sol l'excédent, à moins d'en utiliser une petite partie dans l'industrie. Ou tu vas chercher, c'est ce qu'on appelle les BECS, tu vas le chercher dans l'air. Littéralement, tu filtres l'air. Alors, déjà, filtrer l'air, il faut ramener à l'échelle. On parle aujourd'hui, on est à 420, 423 ppm, c'est-à-dire parties par million de molécules de CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire que dans, en gros, 1 mètre cube d'air, il y a 430 molécules qui nous réchauffent de CO2. Donc, filtrer ça,
Voilà, et c'est énergivore et a priori ça ressemble à un truc où quelqu'un essaierait d'attraper des milliards de mouches avec une épuisette, quoi. Bref. C'est très épuisant. C'est beaucoup d'énergie, quoi, en fait. Oui, c'est beaucoup d'énergie, il faut investir. beaucoup d'énergie. Alors, ça va se faire parce que de toute façon, il y a des, comment dirais-je, des crédits carbone qui sont développés. Donc, ça va aller sur ce type d'industrie et il y a déjà des pays qui se positionnent sur ce marché. Par exemple, l'Islande a fait une usine à capter le CO2 atmosphérique qui est directement branchée sur la géothermie et qui donc utilise de l'énergie renouvelable pour se faire. Mais ça sert surtout pour l'instant à C'est développer marginal. ces technos. Ça ne peut être que marginal. À mon avis, après le passage à l'échelle dans les temps impartis me semble impossible. Plus séduisante peut-être est l'idée que l'on peut continuer à utiliser des énergies fossiles et rattraper leurs émissions à la source. Et puis, mais cela demande une logistique supplémentaire. Cela demande de dépenser une partie de l'énergie utilisée pour ce captage, pour la séquestration, en fait, personne ne sait si ça peut passer à l'échelle ou pas, ni même si les pays qui en ont le plus besoin, les pays en voie de développement, notamment l'Inde, mais aussi les pays africains, qui vont avoir besoin de ça, vont avoir accès à ces technologies. Est-ce qu'il y a un plan de diffusion? Bonjour, on sait que si vous polluez, vous allez nous foutre en enfer. Mais bon, nous, on s'est développé, donc moralement, on ne peut pas vous empêcher de vous développer. Alors, on vous propose un transfert de technologie pour essayer de pallier les dégâts. Sauf qu'on n'en est absolument pas là, puisqu'on a des fonds destinés à aider les pays en voie de développement. Les pays riches, déjà, ont traîné les pieds pour les abonder dans les temps. Enfin, ça fait l'objet d'énormément de débats. Et en plus, ces fonds sont notoirement insuffisants. Il en faudrait au moins 5, voire 20 fois plus que l'argent mis sur la table pour l'instant. Donc, on en est là. On est face à une urgence et très clairement, si la COP28 est un succès entre guillemets diplomatique, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs historiques qui ont reconnu qu'ils contribuaient au réchauffement planétaire, si ça a permis d'acter certaines positions, le temps long de la diplomatie n'est plus le temps de l'urgence climatique, n'est pas en phase avec l'urgence climatique, à mon sens, quoi. Alors, Et le temps de la technologie encore moins. Mais alors, moi, je voudrais essayer de comprendre déjà El Niño, qu'est-ce qu'il a provoqué cette année? L'actualité n'en a pas vraiment parlé. On a parlé d'incendie au Chili, qui est clairement basé dans cette zone où El Niño dégage beaucoup de chaleur. Hein. On va essayer de vous montrer quelques images. C'est quoi pour l'instant les résultats à l'échelle mondiale? Et après, j'ai envie de parler un petit peu d'histoire, parce que je sais que toi, tu es très friand d'histoire. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs phénomènes à l'œuvre, entre le changement climatique, la déforestation, etc., qui contribuent tous à aggraver la situation. Et El Niño s'est rajouté là-dessus. C'est-à-dire que El Niño n'est pas, même en histoire, la cause majeure ou définitive de la chute d'une société ou des désastres environnementaux que l'on connaît à tel ou tel endroit. Il alimente, il se surajoute à la chose. C'est un révélateur, en d'autres termes. Alors, traditionnellement, à El Niño, c'est l'interruption d'un upwelling, c'est-à-dire une sorte de courant froid qui se trouve au large du Pérou et donc un moment où l'océan Pacifique crache un excédent de chaleur. Cela se traduit par une vague d'eau chaude sur les côtes d'Amérique du Sud, les côtes pacifiques, c'est-à-dire l'ouest d'Amérique du Sud et puis d'Amérique du Nord jusqu'en Californie. Cela se traduit donc par des tempêtes fortes, des dégâts des eaux importants. C'est les années où le désert fleurit au Pérou. Le Pérou est normalement aride et les années El Niño, il y a des torrents d'eau qui s'abattent sur les Andes, les contreforts des Andes. Ça se regroupe dans les ravins et ça descend en trombe sur la côte. Donc, comme chaque année El Niño, le désert a fleuri, ça c'est très joli, c'est très bien pour les écosystèmes. Mais derrière, ce sont les infrastructures humaines qui ont banqué, c'est-à-dire que les torrents d'eau ont emporté des maisons, il y a eu des dégâts de cet ordre, etc. Et le Pérou va mettre quelques années à remettre ces infrastructures d'équerre pour s'en remettre. C'est pareil, ça fait une sorte de courbe le long de la côte, puis ça s'enfonce Argentine, Uruguay. Donc ce sont des endroits où, dans un premier temps, ils ont reçu beaucoup d'eau. Ensuite,
El Niño a asséché, ce qui est assez classique également. Tous les El Niño n'ont pas la même intensité, tous les El Niño n'ont pas forcément les mêmes effets, mais ils ont tous pour particularité de décaler les régimes des pluies, c'est-à-dire là où il devrait pleuvoir beaucoup, il pleut moins ou pas du tout, et là où il ne pleut pas d'ordinaire, il se met à pleuvoir beaucoup. Et c'est aléatoire. Voilà. Mais l'Amazonie a subi une sécheresse historique à partir de l'été dernier, sécheresse qui a mis les cours d'eau quasiment à sec, des cours d'eau aussi puissants que l'Amazone ou l'Orénoque se sont retrouvés à des niveaux, on mesure jusqu'à 800 ans en arrière, et ils ont établi un record absolu sur ces 800 ans. Record absolu sur 800 ans en termes de niveau d'eau. C'est effrayant. Ah ben ça fait le bonheur de certains archéologues qui ont retrouvé des artefacts humains datant de 800 ans au fond des eaux, mais au-delà de ça, pour les communautés, c'est un désastre, c'est-à-dire que plus de poissons, plus de ressources. L'Amazonie respire littéralement au rythme des crues, des excédents d'eau, etc. Et donc, en termes écologiques, il est difficile de quantifier les dégâts. On est en train de regarder, mais c'est quelque chose qui participe à la fragilisation de l'Amazonie, qui est déjà en proie à, comment dirais-je, ça dépend des endroits. Alors, c'est difficile de faire quelque chose qui vaut pour l'ensemble de la forêt. Mais les endroits particulièrement frappés par la sécheresse, pour certains, coïncident également avec les endroits sur lesquels lorgnent les intérêts financiers ayant intérêt au développement de grandes zones agricoles au Brésil. Ce que je vais dire est également valable pour l'Indonésie, qui est également frappée de sécheresse, même à une moindre intensité. Donc les années El Niño où il n'y a plus de chute d'eau sur les forêts tropicales d'Indonésie et d'Amazonie. À ce moment-là, les arbres sont beaucoup plus sensibles au stress climatique, aux incendies, et il y a plus d'incendies, notamment anthropiques. C'est-à-dire que certains en profitent pour mettre le feu afin de conquérir, on va employer le terme qu'ils emploient, de conquérir un espace agricole, une surface agricole utile. C'est plus facile que d'abattre. Sur la forêt. C'est plus facile que d'abattre, on brûle. Et en conséquence de quoi, en général, derrière les brûlis, on fait passer des vaches, pour le Brésil, des vaches qu'on envoie ensuite aux États-Unis pour consommer burgers chez McDonald's ou en Amérique latine où on consomme également pas mal de viande. Et ensuite, quand ces bovins ont épuisé le sol, on passe à une agriculture intensive de soja transgénique avec beaucoup de produits phytosanitaires parce qu'il faut engraisser le sol. Enfin, il faut déjà passer des engrais azotés forcément puisque le sol est complètement appauvri. Et puis après, derrière, il faut des produits phytosanitaires parce que, comment dirais-je, une monoculture de soja à perte de vue, forcément, pour garantir le rendement, il faut traiter. Donc, c'est un désastre environnemental, mais El Niño ne fait qu'aggraver des choses qui sont déjà dans la courbure. C'est-à-dire, il y a des incendies anthropiques chaque année. Simplement, leur nombre augmente à la faveur d'El Niño parce que le bois est plus sec et c'est la progression du feu plus facile. On considère que c'est un point de rupture, El Niño. Qui pourrait faire partie des tipping points à l'échelle mondiale, qui pourrait en fait nous amener vraiment dans un autre type de monde. Là, 2024, tu as parlé de cette courbe, on peut la remettre. Ça, pour moi, sans être trop défaitiste, quoique, c'est un signe de l'apocalypse. Ça, 2024, je veux dire, combien de temps nos systèmes peuvent résister à ça? Puisque là, cette courbe-là, ce que ça traduit techniquement, c'est des pertes agricoles massives un petit peu partout sur Terre. Alors, c'est une possibilité, mais on a de la marge. Donc, les pertes agricoles peuvent être compensées, les pertes agricoles ici peuvent être compensées ailleurs. Simplement, il y a des perdants et des gagnants, puisqu'on n'est pas dans un système où on porte assistance aux pays en difficulté. Alors, le terme de tipping points ou point de bascule, il est très anxiogène et le problème c'est qu'on a déjà, c'est à l'échelle des temps géologiques un tipping point, c'est-à-dire qu'un géologue qui se retourne et qui creuse dans les courbes, à un moment il dit tiens, il y a eu un tipping point à moins 66 millions d'années, il y a un astéroïde plus une méga explosion volcanique en Inde et de facto, avant il y a des dinosaures, après il n'y a plus de dinosaures. Voilà. Ça, c'est un tipping point. Ça a été le tipping point des dinosaures. Voilà. Donc, on a l'impression que c'est totalement instantané avant, après.
Et nous, notre tipping point, c'est les riches. Les ultra riches. Chacun peut décliner. Ouais, je rigole. Avec Nathanaël Wallenhorst, on l'a fait un peu dans. C'est vrai. Ah oui, dans Vortex, on décline les scènes. Il y a oui. Chacun choisit son scène. Je l'ai ici, effectivement. Donc, mais alors cette considération de tipping points d'El Niño, toi, ton avis, oui, El Niño, il y a eu une étude l'été dernier qui a de manière assez forte emporté la conviction des spécialistes, comme quoi les El Niño allaient s'aggraver dans les décennies à venir à cause du changement climatique. Ça, c'est probablement acquis. Ça peut même être remis en question, mais pour l'instant, niveau de confiance assez élevé. Enfin, niveau de confiance, la plupart des spécialistes se sont ralliés à cette étude. Donc je pense, et qui allait un peu à contrario de ce qu'il y avait avant. Et par ailleurs, il y a eu une méta-analyse c'est un travail réalisé par une spécialiste des climats anciens américaine, dont j'ai oublié le nom de famille, son prénom c'est Kim, qui a montré qu'en fait les El Niño s'intensifiaient depuis quelques décennies, d'après les traces archéologiques. Ou en tout cas leurs effets étaient plus perceptibles. Donc a priori on peut accorder une confiance, c'est-à-dire il y a plusieurs disciplines qui convergent vers l'idée que effectivement nous sommes vers une augmentation des effets des El Niño. En conjonction avec le changement climatique. Mais ce n'est pas forcément un tipping point, et en tout cas, même s'il y a des tipping points enclenchés, par exemple, la fonte du permafrost est un tipping point, et il est enclenché. C'est-à-dire le permafrost est en train de fondre. Ça fond, voilà. La question, c'est de savoir à quelle vitesse, et à partir de quel moment il y a vraiment des effets de seuil perceptibles pour nous. Est-ce que ça prendra 5 ans, 10 ans, 50 ans ? Bien malin sera qui y répondre, parce que le propre d'un tipping point, c'est que c'est un phénomène chaotique qu'on ne peut pas anticiper, en tout cas aujourd'hui, avec les modèles dont on dispose. On a trop d'inconnus. Voilà. Il y a trop de paramètres, ça va dans tous les sens. Trop de paramètres. En tout cas, on se souvient d'un schéma très célèbre de Will Steffen, où Will Steffen et son équipe avaient modélisé en disant « Bon, voilà les tipping points qui menacent », ils en mettaient une quinzaine, ils étaient même loin d'être exhaustifs. Aujourd'hui, on doit en être, je ne sais pas combien, 25-30, sans trop de soucis. Mais il disait, ben voilà, celui-là il menace particulièrement à 3, celui-là il menace particulièrement à 2, celui-là à 5. Ok. Mais en fait, ça veut rien dire. C'est-à-dire, on ne sait pas. C'était un peu au doigt mouillé. C'était posé au doigt mouillé. Et effectivement, les études ultérieures reconsidéraient ces données. Voilà. Donc, la question n'est pas de savoir s'il y a des tipping points, si on va les subir. Il y en a qui sont déjà passés. Il y en a qui vont durer très longtemps, comme la fonte des glaces. Et en plus, elle est plus rapide que ce qui avait été anticipé par les modèles, enfin, comme beaucoup d'autres choses. La question est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on fait pour ralentir ces tipping points et qu'est-ce qu'on fait pour s'y adapter. Parce qu'on y est, on y est dans les tipping points. À l'échelle d'une vie humaine, on aura peut-être même le privilège d'en vivre. Voilà. Oui. Mais il faut aller de l'avant. Je ne sais pas si c'est un privilège entre toi et moi, mais... ça rend l'époque intéressante finalement. À bien regarder rétrospectivement, quand je suis arrivé dans la vie active, il y avait Francis Fukuyama qui agitait sa fin de l'histoire. En gros, c'était le modèle libéral à gagner, le communisme est enterré, et désormais toutes les sociétés vont aller vers la prospérité et la paix. Sauf que la nature nous rappelle des choses à des moments. Ouais, donc voilà. C'est un peu ennuyeux comme futur en fait, au demeurant. Ouais. Donc là, on va avoir des futurs rock'n'roll qui vont bouger. Non, bon, je le prends avec humour. Je pense d'abord qu'il faut ne pas trop ressasser ça. C'est-à-dire, ce sont des choses qui nous échappent. On a tendance à penser que l'être humain est perfectible, que l'on peut le raisonner, que le collectif humain devrait être raisonnable. Or, nous sommes organisés à 8 milliards et des brouettes, en collectifs qui ont des intérêts différents, des croyances différentes, des priorités différentes, et il faut apprendre à négocier ça. Et l'ensemble de ces priorités aujourd'hui nous pousse à extraire toujours plus de ressources, à vouloir nous développer, à vouloir consommer toujours plus d'énergie. Nous sommes une minorité à nous inquiéter des conséquences de cette orgie. Vous en faites partie. Et de facto, nous pouvons être une minorité politiquement mobilisée, nous pouvons nous battre et nous devons nous battre, c'est une question morale, contre ça. Mais j'ai tendance à me dire qu'il ne faut pas forcément mettre énormément d'espoir
sur nos actions. En revanche, il faut les mener avec détermination. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut le faire avec sagesse, détachement, partager sa souffrance, sa douleur avec les autres et mener ce combat. Voilà. Quand je dis, pour résumer mon année 2023, que j'ai vécu mon moment Don't Look Up, c'est un peu en référence au film où à un moment il pourrait sauver la planète. Enfin, il y a un moment. Il y a d'espoir. Hein, ouais. La musique est tout Ouais, est voilà. là. Ils envoient des trucs. Et puis il y a un industriel qui suffit à faire tout capoter. Mais voilà, les pétroliers, d'une certaine façon, ont fait capoter la COP 28, mais ils étaient là en force. Ils sont plus puissants que nous en termes financiers, démesurément. Et en termes de communication, de en marketing. termes de communication, de marketing. Donc, nous sommes contraints de faire avec. Oui, on est contraint de faire avec, mais on peut les torpiller. À Bruxelles, en Belgique, on les dégage de plus en plus d'événements où ils s'installent. Les 20 km de Bruxelles, ça c'est pour l'actualité récente. Et donc, j'ai envie de dire que lorsque le combat n'est pas équitable, on se met en mode guérilla. Donc, et c'est ce qui est en train de se produire avec des activistes, des obéissances civiles. Est-ce suffisant? L'avenir nous le dira, mais je vois ce que tu veux dire par le fait d'avoir une forme de détachement, de se dire on se bat, on y va à fond, mais c'est un ensemble de choses complexes qui fait qu'à un moment donné, il y a un truc qui peut s'arrêter et bouleverser absolument tous nos plans. Je pense à des histoires comme la MOC, qu'on aura l'occasion d'aborder sur cette chaîne, ou peut-être qu'on l'a déjà abordé, je ne sais pas encore, parce qu'on a vraiment beaucoup de sujets. Mais moi, tu sais, moi, ce que j'essaye un petit peu d'entrevoir, c'est El Niño se passe et gagne en puissance, comme tu l'as bien signifié, dans un monde où on a de la puissance nous-mêmes. Je veux dire, on est une force de la nature, hein, on en a parlé. On est la première force de la nature aujourd'hui. Voilà, on en a parlé à fond dans notre première vidéo ensemble. Moi, ce que j'essaie de comprendre un petit peu, c'est de me dire, ok, si El Niño réussit à être toujours cet usual suspect qu'on a retrouvé un petit peu à gauche, à droite, dans des effondrements de civilisation, dans des moments où il y a eu quelque chose. Il a été, comme tu as dit, le révélateur de choses déjà très perfectibles. Et que notre système est perfectible. Il a plein de zones en fait, où il est très fragile. Hein. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est de me dire, dans un monde où les ressources sont limitées, et attention, ça peut être le petit moment un petit peu frissonnant de cette vidéo, où les ressources sont limitées, où on doit les laisser dans le sol, qu'on a moins de capacité de déploiement pour aller réparer des dégâts qui se trouvent à l'autre bout de la planète, etc., etc. Il y a un moment donné, nous, en tant que force géologique, on ne pourra pas lutter contre un Niño qu'on est en train de nourrir au changement climatique. J'adore prendre des boules de cristal et imaginer des futurs possibles. Est-ce qu'on a besoin d'El Niño pour ça? Ce que je veux dire, c'est que El Niño nous a montré finalement ce que sera le monde dans 5 ans, lors de l'année 2023, où on a eu... Alors, quand je parlais de tempête, là récemment, il y a eu une proposition faite d'augmenter l'échelle de puissance des cyclones. Donc, on les calcule sur une échelle qui va de 1 à 5, et des chercheurs ont proposé, on va 1 à 6. Alors pourquoi? Il faut comprendre que c'est une échelle logarithmique et qu'on s'arrêtait à 250 km/h parce que quand on a fixé cette échelle-là, je crois que c'était dans les années 90, il n'y avait pas de vent qui dépassait les 250 km/h en temps ordinaire. Et sur une durée de... Enfin, il y a une durée calculée, c'est-à-dire il y a des rafales qui peuvent dépasser 250 km/h, mais je crois que c'est une rafale qui doit durer un certain temps, enfin voilà. Et bref, avec des vents, on a aujourd'hui des vents qui souffrent à plus de 300 km/h sur ces phénomènes-là. On compte une dizaine ou une douzaine de ces tempêtes depuis 2012. Donc on propose de rentrer dans la catégorie 6, qui est une catégorie nouvelle, qui inclut ces phénomènes physiques. Alors pourquoi les cyclones augmentent en puissance? C'est tout simplement que ce sont des structures dissipatives de chaleur. Là on regagne directement El Niño. Les cyclones se déclenchent quand tu as 26-27 degrés Celsius sur la surface des océans ou de la mer. Ce qui est chaud. Ce qui est chaud, très chaud, mais ce qui est en train de s'étendre comme zone, c'est en train de remonter vers le nord et de descendre vers le sud. Il y a des zones qui autrefois n'avaient pas ce type de tempête. Ça s'élargit quoi. Ça s'élargit. Ouais. Par exemple, on a eu Babette, qui est passé un peu inaperçue vue de France, c'était en octobre dernier, qui est une tempête tropicale, qui est née dans le golfe du Gascogne, qui aurait pu décider de nous rendre visite en France ou en Belgique, elle aurait pu, voilà. Il se trouve qu'elle est allée en Écosse, donc tempête tropicale en Écosse. Mais ça, c'est dû au fait que les océans absorbent beaucoup de chaleur. Et qu'ils la recrachent en surface, que les températures de surface n'ont jamais été aussi élevées depuis plusieurs millions d'années. C'est dingue cette différence pour
aussi peu de degrés? Bah, ça fait des volumes. Moyenne, hein. Oui, non, mais quand on le traduit en bombe nucléaire sur Hiroshima, ça fait des volumes de plusieurs millions de bombes. Et quelques millièmes de degrés de plus sur la surface, sur 71% de la surface terrestre. Ça fait une température exprimée en unité énergétique qui est démentielle. Ça fait une dimension démentielle. Voilà. Et donc, à un moment, ça se concentre et ça prend la forme d'une structure dissipative qui est un ouragan. Un autre exemple, c'est Freddy, qui a traversé l'océan Indien entre février et mars. C'est la tempête de tous les records, en fait. On n'y a absolument pas prêté attention non plus parce que, bon, c'est Madagascar, c'est le Malawi, c'est le Mozambique qui ont payé le prix fort. C'est des gens là-bas, mort au kilomètre. Voilà. C'est ça, le mort au kilomètre Voilà. entre journalistes. Voilà, Oui, on va tellement. Ça se passe là-bas, c'est normal, les cyclones, on va pas se prendre la tête. Véridique, il y a des rédactions où ils parlent comme ça, hein, genre, il y a encore une tempête là-bas, oh, les pauvres. Hein. Le mort au kilomètre, c'est une formule cynique pour dire que plus la mort nous touche de près, par exemple, un blanc, pour une rédaction blanche, poignardé dans la rue à 3 mètres de là, c'est beaucoup plus important que 1000 morts sous les bombes dans un pays qu'un lointain. bateau de 400... Ou qu'un bateau de 400 migrants sombrant en Méditerranée. Exactement, voilà. C'est ouf. Hein. Donc, dans la loi du mort au kilomètre, le Malawi, il est très très loin. Ouais, effectivement. Et là-bas, il y a eu ce fameux phénomène. Voilà. Alors, Freddy, ce qui est quand même extraordinaire, c'est une tempête qui a battu les records de durée. Elle a duré à peu près 6 semaines. Elle a pris naissance au nord de l'Australie. Elle a traversé tout l'océan Indien en se chargeant en énergie, gentiment. Elle a frappé Madagascar. Elle est allée toucher, alors je sais plus si c'est le Malawi ou le Mozambique dans un premier temps. Et puis, une fois qu'elle a dissipé une partie de son énergie sur Terre, elle est retournée, elle a fait demi-tour. Ça aussi, c'est nouveau, c'est-à-dire que des cyclones qui dépassent les 250 km/h ont tendance à s'abstraire. C'est rectiligne et puis ça se calme. Et à ça devenir s'arrête. droit, à avoir des trajectoires rectilignes, C'est ça, ouais. voire à changer de direction. Ils s'arrêtent quelque part et ils repartent à angle droit ailleurs. Ce qu'on appelle des derecho dans certains cas. Bref, celui-là a fait 2 fois du ping-pong. Il a fait l'aller-retour. L'aller-retour 2 fois. Traversant le canal du Mozambique, Tellement frappant contre-intuitif Madagascar, ce que tu me racontes. se reconstruisant en puissance et revenant frapper le Mozambique ou le Malawi. Donc ça a fait des dégâts énormes. À l'époque, il y avait El Niño ne commençait même pas vraiment à défrayer la chronique. Hein, voilà. Et Freddy a dépensé autant de puissance qu'une saison cyclonique entière sur l'océan Indien moyenne des 30 dernières années. Quoi? Attends. On est sur des monstres. Freddy, cette tempête. Il a dépensé autant d'énergie qu'une année de cyclones normaux sur l'océan Indien. Quand je dis normaux, une année de cyclones déjà bien dopée des 30 dernières années. C'est ouf. C'est complètement fou. Mais ce type de monstre, on va en avoir de plus en plus souvent. Ça, c'est une certitude. Et les assureurs commencent à s'en prémunir. Un des effets d'El Niño, c'est qu'il y a eu des sociétés de réassurance américaines qui ont dit on n'assure pas sur la côte californienne. On n'assure plus les maisons. Donc tu es obligé de faire quoi? T'attends que ta maison se barre et où tu te Alors, barres? en Californie, ils ont une chance, ils ont un État. Donc Ouais. l'État a tapé du poing sur la table. Remettre l'État au-dessus. Il a convoqué les réassureurs et il leur a dit écoutez, c'est pas une situation admissible. Donc nous, on va mettre en place un fonds. Vous allez abonder également ce fonds avec nous et on va garantir qu'il y aura réassurance C'est ça. derrière. Si tu perds ta maison, que tu perds tous tes effets, au moins que tu puisses être remboursé pour construire plus dans la même zone. C'est la différence entre la Californie et le Malawi. Et là-bas, c'est mort. Enfin, oui, bien sûr. Il n'y a pas la même société, il n'y a pas la même politique, il n'y a pas le même système. Non, mais c'est dingue. Et puis, effectivement, j'ai entendu parler de les chiffres de ce qu'on a eu en Belgique. Alors, je les connais pas par cœur, mais en 2021, il y a eu un phénomène dingue. C'est que de l'eau s'est retrouvée à un niveau historique qui a jamais existé, qui a embarqué des maisons qui sont vieilles d'une centaine d'années. C'est assez dingue. Et tous les assureurs disent bon voilà, ça nous a coûté super cher et qu'effectivement on annonce une augmentation du prix de l'assurance. Mais déjà les gens qui ont perdu leur truc, c'est des gens pauvres. Hein. Ceux qui sont en bas de vallée, c'est les plus pauvres. En tout cas chez nous, prenez les zones qui ont été touchées, Liège, Verviers. Et tout ça, les riches, ils habitent vraiment en hauteur pour avoir un beau point de vue, etc. Donc, on sait que les événements climatiques intenses touchent les pauvres, que en plus de ça, il y a cette problématique d'assurance où à un moment donné, ça va devenir impayable, ou alors on va dire désolé, on vous assure plus parce que nous, on est en perte. Et là, tout à l'heure, tu parlais d'un truc intéressant. Ah ouais, on croyait que le monde allait s'arrêter à la victoire du néolibéralisme, ça y est, point, c'est fini. En fait, c'est pas ça qui va se produire, c'est-à-dire que la réalité de la vie, la réalité des choses va faire que l'État va dire bon bah les amis, on doit regarder le contrôle et l'État revienne au-dessus
de ces entreprises qui fonctionnent simplement, non pas sur on a envie d'aider quelqu'un qui a perdu sa maison, mais plus en mode ah bah tiens, on a envie de récupérer de la thune et gagner un maximum de thunes, quoi. C'est ça la logique. C'est un avenir possible et probablement les deux vont coexister, je pense. Il y a des États qui vont se réaffirmer. C'est déjà le cas aujourd'hui. La Chine se réaffirme de toute façon. La Chine contrôle ses entreprises. Ouais. Voilà, la Chine est typiquement un pays où l'économie est absolument impulsée par l'État, coordonnée par l'État. Et dès qu'il y a dès qu'il y a une firme qui commence à vouloir un peu, boum boum, le dirigeant disparaît, on le rééduque, et puis après on l'envoie en exil au Japon et on reprend le contrôle. Donc, il y a différentes solutions face au problème. Et les Chinois, le parti chinois, on va dire, en a choisi une. Oui, parce que la Chine aussi subit El Niño, en quelque sorte. Alors, la Chine subit El Niño, mais en revanche, elle a un peu plus d'anticipation. Alors, la Chine peut subir d'énormes inondations ou d'énormes sécheresses suite à des El Niño historiques. Et elle l'a en mémoire. Au 19e siècle, il y a eu 3 grands El Niño qui ont frappé le monde et qui ont notamment tellement affaibli l'Asie, les pays d'Asie, notamment l'Inde et la Chine, qu'elles ont provoqué des méga-famines. Il y a un géographe, Mike Davis, qui a fait un livre, Génocides tropicaux, sur cette question, dont je parle beaucoup dans la partie historique de El Niño, où ces famines-là ont emporté 30 à 60 millions de personnes entre l'Inde et la Chine, et ont considérablement affaibli les structures administratives, et ont facilité la prise de contrôle de sa colonie indienne par la Grande-Bretagne et l'affaiblissement de la Chine face aux puissances occidentales ont été facilités donc par El Niño. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là dans ces pays-là, pour résumer ce que démontre Mike Davis, c'est que le système libéral, c'est-à-dire que les puissances coloniales, l'Angleterre en tête, qui était de loin la number one des puissances coloniales du 19e siècle, défendait la nécessité du libre-échange et donc pas de barrières douanières pour commercer en Chine et développement de la colonie indienne selon les règles du marché, tout en protégeant son marché intérieur derrière le protectionnisme le plus fort de l'histoire mondiale. Il faut quand même en être conscient, c'est-à-dire que l'Angleterre protégeait ses produits, se développait à l'abri d'un protectionnisme très fort, mais par exemple, elle a livré 2 guerres à la Chine pour obliger la Chine à accepter l'opium comme monnaie d'échange pour ses produits. What? C'est ce qu'on appelle de l'impérialisme, c'est ce qu'on appelle les guerres de l'opium. Alors ça précède, c'est dans les années 1850, ça précède les 3 El Niño dont je parle. Mais le premier mouvement en fait, en gros, les Britanniques commercent avec la Chine, ils lui achètent de la soie, de la porcelaine, et la Chine ne veut rien en échange si ce n'est des métaux précieux. Donc elle va siphonner les métaux précieux que l'Europe produit, notamment à travers la mine du Potosi en Amérique du Sud. Tout ça est vide. Voilà. Et tous les métaux précieux partent vers la Chine ou vers l'Inde au début de l'ère moderne et jusque dans les années 1830. À partir des années 1830, les Britanniques imaginent qu'en inondant le marché chinois d'opium, la Chine sera prête à payer pour l'opium et donc restituera l'argent, métal, qu'elle a drainé lors des siècles précédents d'échanges. Et la Chine refuse parce que ça pose très vite d'énormes problèmes de santé publique quand des millions de Chinois se mettent à fumer l'opium. Oui, c'est ça, c'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour la société. Mais parce que littéralement, c'est en fait, on envoie un truc pour que les gens se droguent. C'est comme si en mode on vous envoie de la cocaïne. C'est ça. Et il y a des bonne addiction et c'est reparti. Et après, on crée un besoin. Il y a des quartiers chinois entiers qui, lorsqu'ils sont en contact avec les zones commerciales, où les gens ne font que fumer et l'opium est un truc absolument abominable. Hein, ça transforme les gens en légumes et ils meurent. Et en très gros, la Chine refuse, d'autant plus qu'elle a une tradition où l'État contrôle une partie des échanges extérieurs. Et l'Angleterre envoie ses canonnières rouvrir le marché au nom de la défense du libre-échange. Une première fois, première guerre de l'opium, et une deuxième fois, aidée par toutes les puissances coloniales, y compris la France, mais aussi la Russie, etc., qui ont réalisé qu'il y avait des affaires à faire. Donc on envoie des canons à faible risque, parce qu'en fait, les progrès techniques lors de la première moitié du XIXe siècle ont été vraiment en faveur des Occidentaux qui ont une artillerie de bien meilleure qualité, des navires blindés. Façon de parler. Oui, voilà.
sûr. Donc ça a considérablement affaibli la Chine et ensuite les El Niño l'ont achevé, c'est-à-dire que les épisodes El Niño se sont traduits par une colossale sécheresse dans les années 1876-1878 et ensuite rebelote dans les années 1890 puis 1898 encore. Donc ces 3 sécheresses colossales ont provoqué des troubles énormes, ce qui est peut-être une analogie avec les El Niño qu'on peut connaître par la suite, c'est-à-dire que les paysans n'avaient plus rien à manger, donc ils se sont soulevés. C'est la plus grande guerre civile de l'histoire. C'était une autre famine juste antérieure qui avait provoqué la crise des Taiping, mais après il y a eu d'autres guerres. Mais c'est juste pour donner une échelle, la révolte des Taiping a provoqué 30 millions de morts en Chine, c'est-à-dire plus que la Première Guerre mondiale. Et on est là dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc c'est un conflit dont les Chinois se rappellent énormément. Ils n'ont pas été en mesure de nourrir leur population et celle-ci s'est soulevée et a ravagé l'économie. Et les Chinois ont dû implorer les Britanniques et les autres Occidentaux de renvoyer leurs canonnières pour vaincre les Taiping parce qu'ils n'étaient plus en mesure de venir à bout de cette rébellion. L'Empire Qing a vacillé sur ses bases littéralement. Encore quelques années, on arrive en 1900, grande famine liée au troisième grand El Niño de la fin du 19e siècle. Et là, c'est un mouvement messianique, les Boxers, qui apparaît. C'est un mouvement qui est complètement anti-occidental, qui entend réinstaurer les valeurs chinoises, fondamentale au cœur de la société et lutter contre les diables rouges, avec un retour également à la mystique, les arts martiaux, une valorisation des arts martiaux. Alors pourquoi est-ce que des Chinois rallient les Boxers? C'est qu'en fait, c'est la seule organisation où on est garanti de manger à sa faim. Pour peu qu'on soit valide, qu'on soit prêt à se battre, etc. Parce que cette organisation repère dans les villages qui a gardé du blé et force les gens, y compris les riches qui stockent, à le partager. C'est très violent, on ne va pas se cacher. Mais on est dans une Chine où on en est dans certains endroits où les gens, quand Pierre Loti traverse l'Inde, mais ça serait valable pour la Chine, il raconte qu'il voit des squelettes vivants dans les rues et c'est vraiment ça. Il y a des photos pour l'Inde qui sont absolument spectaculaires. Que tu as mis dans le livre? Non, pas dans le livre, mais je t'ai donné les images si tu veux diffuser. Tu verras. Bref. Et les gens sont réduits au cannibalisme pour survivre. Donc, c'est à ce point-là. Oui, c'est à ce point-là. Et donc, on a un retour du religieux à travers le mouvement des Boxers, qui est un religieux de survie, littéralement, parce que partager quand on est en temps de catastrophe, rester soudé autour d'une idée qui est simple, qui permet de se focaliser sur la survie, etc., est quelque chose d'extrêmement puissant dans l'histoire. Et ça vaut pour l'histoire chinoise comme pour l'histoire européenne. Dans les grands temps de troubles, de famine, au Moyen-Âge, c'est le moment des grands millénarismes. Donc ça, c'est une chose qu'on pourrait voir revenir en cas de grande crise. C'est des religions, ça pourrait prendre la forme de religions de révélation, comme le protestantisme évangélique ou certaines formes d'islam contemporain. On n'en est pas très loin peut-être avec Daesh par exemple, on relit les textes et on fait du messianisme en disant la fin des temps arrive. On interprète certains écrits que l'on a en stock et on dit voilà, ça se passera ici, etc. Et on crée un mouvement qui profite de ces troubles pour prendre une puissance politique, une puissance mafieuse, voilà. Donc c'est d'autant plus probable. Il y a eu une autre étude qui a montré que depuis 70 ans, le risque de guerre civile était 2 fois plus important lors des années d'éclater, lors des années El Niño que lors d'autres années. 100% de chance, en plus. En plus. Et ça, c'est statistique. Et qu'il y avait à peu près 20% des conflits récents sur les 70 dernières années qui étaient liés par corrélation à un El Niño comme force probable principale. Alors ça s'explique pour une simple raison. Les gens ont faim, non ? Les gens ont faim, voilà. Quand on a des endroits où il n'y a pas de récolte et où en fait il n'y a pas d'assistance alimentaire. Donc, soit par sécheresse, soit ça a été ravagé par des inondations.
Oui, des sauterelles aussi, ça peut arriver. C'est souvent post-El Niño, par exemple. Les famines éclatent souvent après El Niño, pas pendant l'année El Niño, parce que, on n'a pas les récoltes, donc on commence à manquer l'année suivante. Ouais. Voilà. Et deux, l'eau a favorisé par exemple les sauterelles quelque part qui se déplacent en masse. C'est valable manger, surtout quoi. pour l'Afrique. Elles naissent en Iran et elles viennent tout manger sur l'Afrique de l'Est. Ça peut arriver aussi. Je donne des schémas généraux. C'est jamais exactement comme ça, mais c'est ce type de phénomène auquel on a affaire. Et donc, c'est dans la queue des El Niño, dans les années qui suivent, que l'on a les troubles générés par El Niño. Un exemple. Alors, les El Niño sont toujours sur notre hiver à nous, c'est-à-dire, on va parler par exemple de El Niño 1972-1973, qui est un El Niño très violent. Il provoque une famine en Éthiopie. Le contexte est tel qu'en fait, le pouvoir politique est déjà en proie à des troubles. Il a du mal à réagir, à empêcher les gens de mourir de faim. El Niño éclate en 72, et c'est pendant l'année 73 que les gens meurent de faim, 1 million de morts. Et c'est en 74 que les conséquences politiques s'abattent, c'est-à-dire que 73-74, c'est des troubles, des guérillas qui se constituent, des accords entre factions, on défie le pouvoir central, et finalement, 74, un groupe d'officiers marxistes, le Derg, renverse le Négus et met un terme au pouvoir de l'empereur d'Éthiopie. Voilà. Ça, c'est du billard El Niño, c'est-à-dire qu'une société déjà fragile, qui ne sait pas comment réagir par rapport à une famine, voire même dans les décisions politiques, par exemple, c'est de la zone où se trouve la famine que partent les mouvements de contestation militaires, etc., parce que les gens prennent des fusils pour aller chercher du grain. Enfin, on va résumer Oui, et puis la quand chose. t'as pas le choix et que t'as un petit groupe armé qui arrive, qui peut à la rigueur être financé pour des intérêts géopolitiques par d'autres, bah donc tu fais un blocus. Oui, voilà, oui. Et donc tu aggraves le problème. Ouais. Et en conséquence de quoi, tu te prends une résistance plus forte. Voilà, c'est souvent ce type d'engrenage qui mène à la catastrophe. C'est-à-dire que des dispositifs de médiation efficaces ou une gestion correcte de la chose n'auraient pas forcément abouti aux mêmes conséquences. C'est incroyable. Je découvre des choses. Moi, franchement, je vous invite à aller creuser ça, aller checker ça. On arrive bientôt à la conclusion de cette vidéo. Moi, je voudrais que tu me donnes un petit peu justement tes espérances, tes conseils. Alors, les conseils, on les connaît, hein, réduire le réchauffement climatique, réduire votre impact personnel sur la planète Terre. Bon, je crois que c'est une conclusion à quasi la plupart de nos vidéos. Hein. Comment est-ce que vous, personnellement, vous pouvez le faire chez vous, dans vos entreprises ou en politique, hein, en votant correctement et en votant bien aussi. C'est surtout la bonne chose pour des partis qui ont compris la problématique ou du moins qui commencent pas à jouer avec du populisme pour nous faire croire autre chose. Bref, soit, on n'est pas là pour ça. Mais toi, si tu devais donner un peu une conclusion de ce livre, une conclusion de tes recherches autour d'El Niño et de cette trajectoire cumulée au changement climatique, ce serait quoi, dis-nous? Alors, c'est le politique, pour ma part. C'est-à-dire, on sait que l'action individuelle, c'est très bien, ça permet de créer des collectifs, oui, parce qu'au-delà de ça, tu partages. Voilà. Mais c'est vraiment le politique qui est la clé, tant qu'on est encore en démocratie. Voilà. L'autre conclusion, c'est que par rapport, vu l'accélération des problèmes climatiques, des phénomènes météo extrêmes, on n'échappera pas à la géo-ingénierie, elle est dans les cartons. Les études le montrent très clairement. Le dioxyde de soufre? Oh, pas seulement, non, ça c'est une option, mais il y en a plein d'autres. Ah, donc la CCS est déjà une géo-ingénierie. Voilà. Mais la plantation massive de forêts, on pourra y revenir, est une forme de géo-ingénierie. Ben, je vais te réinviter pour parler des forêts, ça peut être très très bien ça. Volontiers, c'est un de mes prochains livres pour cette année. Très franchement, il faut s'informer en tant que citoyen pour savoir pourquoi on vote. Et c'est crucial parce qu'on va nous vendre des solutions. Alors, par rapport aux solutions qui sont, par rapport au dioxyde de soufre, c'est l'idée qu'il faut atténuer le volume d'énergie qu'on reçoit du soleil. Il y aura probablement aussi le déploiement de quelque chose, un voile ou autre, au point de Lagrange, par exemple. Ça aussi, c'est dans les cartons. On est capable d'envoyer un truc aussi loin. Point de Lagrange, c'est un point qui se trouve entre le soleil et la Terre. Si on met quelque chose, ça peut faire une forme d'éclipse, un truc dans le genre. Alors, c'est l'idée que c'est là où les forces d'attraction s'annulent. Voilà. Donc, si on déploie, par exemple, un grand parasol pour nous mettre à l'ombre du parasol, eh ben, il va rester fixe dans l'espace.
Hashtag si ça marche. On dirait la partie géo-ingénierie dans Don't Look Up, mais Oui, c'est un peu ça. Mais faut envoyer ça loin quand même, hein, mais ok. faut envoyer ça loin, mais on peut imaginer un partenariat public-privé, etc. Alors, le dioxyde de soufre, c'est vraiment le cas d'école, c'est-à-dire on peut imaginer refroidir à l'instar de ce que fait une méga éruption volcanique ponctuellement tous les 200 ans. Il y a des méga volcans qui se réveillent sous les tropiques et qui envoient de quoi refroidir un peu l'atmosphère. C'est à ça qu'on devait le petit âge glaciaire du Moyen-Âge. On foutrait des bombes atomiques dans les magmas pour que... Non, on peut envoyer du dioxyde de soufre par avion, on peut faire des navettes d'avion, on peut payer Elon Musk pour faire des navettes d'avion ou de fusée dans la stratosphère et balancer ça. Le problème, c'est qu'après, une fois qu'on a commencé, il faut continuer. Parce que si on s'arrête... plus quoi, c'est ça en fait. Non, c'est ça. C'est-à-dire, si on s'arrête, on ressort tout ce qu'on s'est déjà pris. Mais accessoirement, on en fait déjà de manière involontaire de la géo-ingénierie. Si l'Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde, c'est parce qu'on a interrompu nos émissions de gaz à effet de serre, d'aérosols. Ah, forçage radiatif. Forçage radiatif. Ouais. On l'a dissipé en sous-traitant notre production à la Chine. On voit des particules qui refroidissent le climat. C'est ça. Vous voyez le truc? Ouais. Dans les années 1970, nous envoyions en Europe, parce qu'on avait une industrie en état de marche, des particules de suie, par exemple avec le charbon ou d'autres, qui refroidissaient le climat au-dessus de l'Europe. Un nuage de pollution qui avait un coût sanitaire. Donc on a arrêté, donc c'est très bien, on respire mieux, mais on s'est réchauffé plus vite parce que ce nuage a arrêté de faire filtre solaire entre les rayons solaires et la surface de l'Europe. Et ce qui est arrivé à l'Europe menace l'Asie à la puissance 10, parce qu'on a tout sous-traité à l'Asie, comme tu sais, on a envoyé nos usines en Chine, c'est elle qui produit. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'Asian Brown Dust, ça couvre toute l'Inde et la Chine d'un nuage orangé de particules, mais ça a empêché l'Inde et la Chine de connaître un réchauffement qui, suivant les endroits, varie et de l'ordre de 1 à 4 degrés. S'ils arrivent à lutter contre leur apocalypse, à dissiper complètement leur pollution atmosphérique, ce qu'ils vont devoir faire, pour des raisons ne serait-ce que sanitaires, eh bien, ils vont se prendre toute cette chaleur qu'ils ont réussi à éviter jusqu'ici. Et là, pour le coup, ils sont en péril. Et la façon dont ils s'y préparent, par exemple, ils savent qu'ils vont avoir des années sans récolte, ils stockent des grains. La Chine, c'est 1/6 de la population mondiale, c'est plus de la moitié des stocks de grains de la planète aujourd'hui. Elle achète du grain à tout le monde, y compris à Poutine. Waouh. D'accord. Donc, ils savent ce qui se passe, forcément, et des choses se mettent en branle. Mais je trouvais ça très intéressant, cette partie de la géo-ingénierie qu'on fait malgré nous, en quelque sorte. Et que, voilà, pour essayer de réparer quelque chose, on aggrave de l'autre côté. Quelle va être la recette magique ? Donnez-le nous en commentaire. Des petites graines d'espoir, justement, pendant qu'on parle de grains. Des graines d'espoir. Je pense vraiment que l'espoir, il naît du contact humain, des échanges. Voilà. Ne pas se voiler la face, mais faire face collectivement à ce qui nous arrive, quoi. Créer du lien. C'est par la solidarité qu'on peut se sortir de ce type de problème. Laurent, je te réinvite pour une prochaine vidéo. Merci Vince. Je t'en prie, c'est toujours... Moi, on ne se quitte plus. Non, vraiment, c'est ça. Et ce que j'adore avec Laurent, c'est que je peux te laisser parler. J'ai pas besoin de te poser des questions. Tu es là, tu libères tout ce savoir acquis. J'adore. Les forêts, c'est un truc où je n'ai absolument aucun point de vue à part la forêt de Soignes ici à côté, puisque nous faisons cette émission depuis Bruxelles, qui est la seule forêt dans laquelle je me balade, et une forêt qui m'a l'air pas du tout humaine, hein, même si on nous l'a fait passer comme une forêt naturelle. Je trouve que tout m'a l'air très droit, tout m'a l'air très adapté, transformé. Moi, je serais très curieux de découvrir de quoi il en retourne en termes de forêt à l'échelle mondiale. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe? Les peuples autochtones d'Amazonie, qu'on invite très souvent ici en Belgique, justement pour militer à la Commission européenne, au Parlement, pour expliquer ce qu'ils vivent, nous disent que la forêt, si on la perd, c'est fucked up, absolument pour tout le monde, parce que ils en ont une connaissance approfondie. Moi, je serais ravi vraiment de te recevoir pour en parler à fond les ballons, comme on dit. Bien volontiers, merci Vince. Écoute, merci à toi. Abonnez-vous, dites-nous absolument ce que vous avez pensé de cette vidéo. Commentez, n'oubliez pas que le commentaire est très important si vous arrivez à la fin. Le commentaire va vraiment nous aider à faire connaître ces sujets à plus de monde possible. Et puis merci aussi bien sûr à ceux qui nous ont plus écoutés en podcast, Google Podcast, Spotify. Merci pour votre fidélité. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur Limite. Et j'ai envie de dire, je te fais un check. Porte-toi bien. Porte-toi bien.
réel.